Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. Aujourd'hui, en France, dans les personnes de plus de 18 ans, nous évaluons à 5,5 millions celles qui ont fait l'objet, pendant leur minorité, d'agressions de toute nature. Ça a été extrêmement difficile. J'en ai moi-même ressenti les conséquences. Je dois dire qu'en 2020, je me suis posé la question de savoir si je ne devrais pas m'arrêter et si je pourrais continuer jusqu'au bout. Donc, ça a été très difficile. À la fin des fins, on me dirait, allez, vous devez retenir une priorité, une seule priorité politique qui vous paraît, à vos yeux, absolument indestructible. Je dirais, non, il n'y en a pas une, il y en a 10, 20, bon. Mais à la fin, on me dirait une, je dirais l'abolition de la peine de mort. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort ou parfois plus discrètement sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État. Il a notamment été préfet de l'Aisne, secrétaire général du gouvernement, vice-président du Conseil d'État et est aujourd'hui président de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes né dans une famille d'agriculteurs de la Somme. Que gardez-vous de ces origines ? J'en garde un souvenir extrêmement profond, j'y suis très, très attaché. Je suis très attaché à la vie rurale, au village que j'ai connu dans les années 50, mes 10 premières années. Et puis, je suis très attaché aussi aux travaux des champs auxquels j'ai participé, puisque j'ai aussi aimé, c'est un style de vie dans lequel toutes les personnes étaient extrêmement proches les unes des autres et très solidaires. Et moi, j'ai vécu avec des parents qui vraiment ont pratiqué la solidarité, la fraternité, mais de manière complètement continue. Ma mère avait fait des études d'infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale à une époque où on redoutait que les jeunes femmes non mariées partent à leur tour en Allemagne au service du travail obligatoire. Et donc, elle a pratiqué ses compétences, son métier localement, à titre bénévole. Et pour moi, je dirais, la vie de mes parents, c'est vraiment l'illustration de cette phrase de saint François de Sales, « Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». Et d'ailleurs, ça a été rappelé sans qu'on l'ait du tout suggéré ou demandé lors des obsèques de maman, et c'était tellement juste, c'était tellement cela. Notre père était extraordinairement ouvert, créatif, inventif, mais en plus, pas spéculatif, mais extrêmement manuel. Je pense qu'on expliquerait aujourd'hui à un groupe de jeunes attachés, je dirais, à l'écologie, à la récupération, les gens seraient absolument éblouis de savoir ce qu'un homme dans les années 50, 60 était capable de faire avec son esprit pratique et ses mains. Il était en avance sur son temps. Tout à fait. Très vite, vous avez été attiré dans votre scolarité vers le service public. Qu'est-ce qui vous a attiré, justement ? Ma destinée, elle est au croisement à la fois d'une impossibilité et d'un choix. L'impossibilité, c'est que nous ne pourrions pas tous vivre sur la ferme familiale. Et donc, un seul des enfants pourrait succéder à notre père. Et donc, il fallait que les 4 autres trouvent leur chemin ailleurs. Et ça, je l'ai compris, on l'a compris tous, très tôt, parce que ça a été un des principes de l'éducation.
On ne va pas reproduire indéfiniment le modèle ancestral. À partir de là, toutes les orientations étaient possibles. Les choix étaient absolument libres. Moi, j'ai été très tôt attiré par la vie publique. C'était tout de même l'époque de la guerre d'Algérie, la décolonisation, le début de la construction européenne. J'ai voulu très tôt connaître et comprendre le monde dans lequel je vivais. Ce n'est pas une reconstitution que je fais comme ça à plus de 70 ans, non. C'est très clairement pour participer à sa construction et sa transformation. Il faut dire que, dans l'éducation que j'ai reçue, il y a aussi un principe qui est extrêmement fort. J'ai parlé de la solidarité, de la fraternité, mais il y a aussi la justice, un monde plus juste. Vous avez eu le concours de l'ENA, non pas une fois, mais 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette particularité ? Mon parcours a été effectivement un peu chaotique, donc conformément au projet professionnel que très tôt j'ai conçu. J'avais à peu près 14 ans lorsque mon père a rapporté à la maison un livre qui s'appelait « Les débouchés du bac » et le premier chapitre était consacré aux carrières administratives. Et plutôt que de commencer par des postes de responsabilité intermédiaire pour arriver à l'École nationale d'administration, non. Dans les carrières administratives, le premier sous-chapitre, la première section, c'est l'École nationale d'administration et comment est-ce qu'on y rentre. Et donc, je ne suis pas allé plus loin que le premier chapitre et la première section. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Bon, donc j'ai fait Sciences Po. C'est vrai que j'ai hérité par ma famille d'une éducation catholique. J'étais profondément croyant et à la fin de ma scolarité à Sciences Po, je me suis posé la question de savoir si en fait je n'étais pas appelé à la vie religieuse. Et donc je suis rentré, après avoir réussi le concours d'entrée à l'ENA, j'ai démissionné et je suis rentré chez les Jésuites où j'ai fait mon noviciat pendant 2 ans. Ça a été un temps tout à fait formateur, enfin sur les 10 ans qu'ont duré mes années de formation entre le baccalauréat et l'entrée dans la vie professionnelle. Il y a plein de choses, scolarité à Sciences Po, scolarité à l'ENA, mais il y a mes 2 ans de noviciat. Et je peux dire maintenant, avec le recul du temps, que ça a été les 2 années les plus fondatrices de ma formation. Mais je n'y suis pas resté. Et donc, je me suis retrouvé à la porte du noviciat avec ma valise. Et qu'est-ce que je fais ? Finalement, je reviens au sillon qui était le mien. Je n'avais pas fait ce type d'études pour me diriger vers ce type de métier comme ça, par accident. Donc, voilà, j'ai repris exactement la charrue à l'endroit où je l'avais laissée et j'ai continué à tracer mon sillon. J'ai passé le concours d'entrée à l'ENA une 2e fois et je l'ai réussi. Ensuite, vous vous êtes lancé dans une longue et riche carrière au service de l'État. Je cite quelques postes, au Conseil d'État, conseiller technique au cabinet du garde des Sceaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, préfet de l'Aisne, secrétaire général du gouvernement sous 4 premiers ministres et vice-président du Conseil d'État. Quel poste vous a le plus marqué et pourquoi ? Tous les postes ont été passionnants, intéressants, avec des défis très difficiles à relever. Ça a été une grande chance à chaque fois d'être appelé à ces responsabilités. Si je devais répondre à votre question, et je dois répondre à votre question, je ferai un choix un peu paradoxal. On va dire que la présidence du Conseil d'État et le secrétariat général du gouvernement, il n'y a pas rôle plus valorisant et plus important que cela. Et pourtant, je parlerai de la direction des libertés publiques. À cause, je dirais, des missions de cette direction, qui était à la fois le conseiller juridique du ministre de l'Intérieur, mais une direction en charge de politique publique aussi sensible, aussi importante que la politique d'immigration. Autre politique publique extrêmement importante à laquelle j'ai été associé, la sécurité routière. Donc j'évoque toutes ces politiques, ces défis considérables auxquels on était confrontés, avec des ministres de l'Intérieur qui ont été de tendances assez différentes. Moi, j'ai commencé avec Pierre Joxe et j'ai terminé avec Charles Pasqua. Et j'ai travaillé avec tous les ministres d'une manière parfaitement transparente, claire, coopérative, enfin extrêmement républicaine.
Dans votre parcours, il y a eu aussi évidemment l'abolition de la peine de mort. Oui, ça c'est pour moi, je dirais, un accomplissement profond. Je me souviens de conversations que j'avais avec mon grand-père, Albert Sauvé, sur la peine de mort. Et je l'interrogeais sur un peu pourquoi la peine de mort, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est raisonnable de supprimer la vie d'un criminel. Mes convictions abolitionnistes datent de cet âge. C'est pas parce que le hasard des affectations a fait que j'ai croisé Robert Badinter et que je suis rentré dans son cabinet en 1981. Oui, bien sûr, j'ai eu cette chance. Mais tout ça s'enracinait dans une conviction extrêmement profonde. Et je dois dire, à la fin des fins, on me dirait, allez, vous devez retenir une priorité, une seule priorité politique qui vous paraît, à vos yeux, absolument indestructible. Je dirais, mais non, il n'y en a pas une, il y en a 10, 20, bon. Mais à la fin, on me dirait une, je dirais l'abolition de la peine de mort. Vous n'avez jamais basculé d'ailleurs du côté politique. C'est un regret aujourd'hui ou vous vous en réjouissez? Ça a été un choix, et alors vraiment, a posteriori, et sans me prendre pour Édith Piaf, non, je ne regrette rien, mais vraiment rien. Rien pour 2 raisons. La première raison, c'est que la vie politique est d'une ingratitude extrême. Combien d'hommes ou de femmes n'ont exercé des responsabilités correspondant à leur niveau que pendant une période finalement 6 mois, très courte, 1 an, très 5 courte, ans. très limitée. Moi-même, j'ai préféré travailler continuellement à un niveau de responsabilité qui n'était pas subalterne, mais qui était subordonné à l'autorité politique. On est dans une démocratie. C'est pas la politique de Jean-Marc Sauvé qu'on fait, c'est la politique du gouvernement. Mais j'ai eu la grande chance, parce que j'ai en plus vécu des alternances, d'être au service de gouvernements républicains. Je ne peux pas dire que j'ai adhéré personnellement à toutes les mesures de tous les gouvernements que j'ai servis. Il y a un moment où on a quand même une certaine distance, vous comprenez. Moi, je ne peux pas faire les 35 heures et défaire les 35 heures exactement avec le même niveau d'adhésion et de conviction. Mais je n'ai pas eu de problème de conscience majeur, mais c'est aussi l'occasion de dire que si un gouvernement, dont par exemple j'avais été le secrétaire général, avait rétabli la peine de mort, ce qui est son droit, je dirais, le plus strict, à ce moment-là, moi je ne peux pas rester. Je ne peux pas être le secrétaire général d'un gouvernement qui prendrait des mesures contraires à mes convictions les plus fondamentales. Justement, pendant toutes ces années, comment avez-vous concilié votre engagement au service de l'État et votre foi catholique? C'est pas si difficile que ça, en réalité. Parce que qu'est-ce qu'on demande à un chrétien? C'est d'abord de faire son devoir d'État, de faire son boulot, d'être légitime là où on est. Et à cette occasion-là, de veiller à la cohérence entre ce que l'on croit, mais ce que l'on croit, je dirais, dans l'ordre de la foi, mais aussi dans l'ordre de l'État. L'idée, par exemple, qu'on est au service de l'intérêt général. Certes, on fait une carrière, mais il y a un moment où on a des choix à faire et j'ai toujours tenu à marquer très clairement que mes ambitions personnelles passaient après le service de l'État. Il y a plein de choses, de choix concrets, journaliers, qui, entre l'appartenance au service public et les convictions chrétiennes, correspondent en réalité pleinement. Je prends un autre exemple. Les relations avec les collaborateurs, la bientraitance ou la maltraitance, l'attention aux personnes ou le mépris. Tout ça compte. Donc, il y a une manière d'être fonctionnaire qui est à la fois pleinement cohérente avec les valeurs du service public et qui est totalement en cohérence avec les exigences qui pèsent sur un chrétien dans la vie professionnelle.
Moi, j'ai travaillé d'une manière extrêmement engagée, avec des personnes de toute confession ou avec des athées. On a chacun notre horizon, la transcendance, l'action de grâce pour ce qu'on a pu recevoir et faire, ou simplement, j'ai accompli ma tâche et je suis arrivé au bout de ma tâche. Donc, on a les uns et les autres une profondeur de champ différente, mais cela ne nous empêche pas de travailler comme on a pu le faire d'une manière, je crois, très utile pour la collectivité. En 2018 est venue l'heure de votre retraite, mais votre tâche, comme vous disiez à l'instant, ne s'est pas arrêtée là, puisque vous avez pris plusieurs présidences, dont une dont je voudrais vous parler un peu plus longuement, c'est celle de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est cette fondation ? Alors, c'est une fondation qui remonte à 1866, donc elle a maintenant presque 160 ans d'existence, et c'est une fondation qui se consacre depuis les origines aux jeunes en situation de fragilité, de vulnérabilité. Ça a démarré en 1866 avec un prêtre, l'abbé Roussel, qui s'est occupé des enfants des rues. Des enfants qui n'avaient pas de parents pour les prendre en charge, qui étaient en haillons, qui ne pouvaient pas se nourrir. Bien sûr, tout ça est actualisé, mais il y a dans notre société et dans une classe d'âge dans laquelle il y a chaque année 700 000 jeunes, il y a chaque année des jeunes qui sont en grave difficulté. Alors, ça peut être des difficultés scolaires avec des décrocheurs qui sont renvoyés de tous les établissements dans lesquels ils ont été inscrits, des établissements publics ou privés, ou qui sont affectés de handicaps divers, des jeunes qui sont en très graves difficultés scolaires, des jeunes qui relèvent d'une politique publique qu'on appelle la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, qui sont placés dans nos établissements par l'ASE ou par les juges des enfants. Et puis, on a aussi tout un champ qui est très important dans le domaine de l'insertion professionnelle. Il faut savoir que dans notre pays, chaque année, pour chaque classe d'âge, plus de 12% des jeunes sortent sans diplôme, sans qualification, sans emploi et sans stage. Ça nous fait plus de 80 000 jeunes. Nous ne pouvons pas prendre en charge ces 80 000 jeunes, mais notre mission, notre charisme, notre vocation, c'est d'aller à la recherche des jeunes qui sont le plus en difficulté, le plus éloignés de l'emploi, pour leur transmettre des éléments, je dirais, essentiels avant le métier, avant la qualification professionnelle, le savoir-être. Se lever le matin, s'habiller, apprendre à interagir avec son environnement, une ligne directrice qui est commune à toutes les activités d'Apprentis d'Auteuil, c'est restaurer, construire ou restaurer la confiance en soi. Tous ces jeunes, on va dire, mais c'est des garnements, c'est des vauriens, ils ne valent rien, regardez, en plus, certains ont un casier. Oui, mais ce sont des jeunes hommes ou femmes qui n'ont jamais été considérés, qui n'ont aucune estime de soi. Et la première entreprise qu'on doit mener à bien, c'est justement leur expliquer, leur faire comprendre de différentes manières que leur vie a de la valeur et qu'elle a du sens. Et ça, je peux vous dire que quand, par exemple, les quartiers nord de Marseille ou dans d'autres cités, on arrive à convaincre un jeune qui est à l'arrêt, qui passe sa journée sur des dispositifs vidéo avant d'aller faire du guet dans la soirée pour différents trafics, si on le convainc de se lever le matin pour apprendre un métier, avoir un travail, recouvrer une dignité, ça, c'est formidable. On ne peut pas y arriver avec tout le monde, mais une fois que le jeune s'est mis debout, s'est mis en marche, eh bien, je peux vous dire qu'il y en a très très peu qui décrochent. Donc, sur la société française, qui a des tas de problèmes,
On pourrait passer son temps à se lamenter, mais compte tenu de ce que je vois au sein de la Fondation, du travail concret qu'on y mène, je suis plus optimiste que beaucoup d'observateurs. Et je pense que si on pouvait accroître notre force d'éducation, nous-mêmes et aussi d'autres opérateurs, on aurait des résultats très spectaculaires. Dans le cadre de vos fonctions à la Fondation Apprentis d'Auteuil, vous vous êtes récemment rendu à Mayotte, dévasté par le cyclone Chido. Qui avez-vous vu ? J'y ai rencontré d'abord les cadres de la Fondation. Apprentis d'Auteuil n'est pas seulement dans le quartier d'Auteuil à Paris. Nous sommes présents dans la moitié des départements métropolitains et dans la totalité des départements d'outre-mer. Et comme il y a beaucoup de fragilité, beaucoup de vulnérabilité à Mayotte, nous sommes présents à Mayotte depuis une quinzaine d'années et nous avons là-bas 220 salariés. Et nous accompagnons de différentes manières dans des établissements scolaires, des dispositifs de formation professionnelle, de préscolarisation. Nous accompagnons 4500 jeunes. Et donc, il était important d'aller sur place à la rencontre des équipes pour partager ce qu'elles avaient vécu, voir aussi l'état des lieux et réfléchir ensemble à la manière dont on pourrait reconstruire, recommencer et repartir. Et par exemple, notre centre de formation professionnelle à Mayotte a été littéralement rasé. En revanche, on a un internat éducatif et scolaire, on a également un lycée et un collège qui ont mieux résisté à la tempête. Ce qu'il faut aussi mesurer, c'est le traumatisme qu'a représenté ce cyclone, qui est un cyclone de fréquence centenaire. Il n'y en a pas plus d'un par siècle. Et ces personnes, pendant plusieurs heures, que leur toit soit arraché ou pas, se sont posé la question de savoir si leur dernière heure était arrivée. Et il faut mesurer le traumatisme très profond qu'a causé ce cyclone, c'est-à-dire ceux qui l'ont traversé, qui étaient là. D'une certaine manière, ils ont survécu, ce sont des survivants. Je voudrais aborder un tout autre sujet, une période qui a vraiment marqué votre vie, c'est celle de la présidence de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ pour le dire plus rapidement. Vous en avez pris la présidence en novembre 2018. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette lourde tâche ? Je ne m'attendais pas à être pressenti et j'ai eu l'intuition que c'était un sujet grave, sensible, que, si vous voulez, les abus sexuels dans l'Église catholique ne se sont pas limités aux déviances de quelques prêtres ou religieux. Par exemple, le père Prénat à Lyon, qui a été quand même le déclencheur avec la création du collectif La Parole Libérée, qui a été le déclencheur d'une forme de libération de la parole sur ce sujet. J'ai eu le sentiment donc que c'était un continent inconnu, qu'il était important de mettre à jour. J'ai été sensible au fait que l'Église catholique veuille s'engager dans une démarche de transparence et de vérité. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'en réalité, elle est la seule institution qui, en France, a entrepris de mettre en place une commission indépendante sur ce qui s'est passé en son sein. Et nous sommes 7 ans après la création de cette commission. Certes, il y a eu beaucoup de violences, d'agressions qui ont été commises dans le cadre de l'Église catholique, mais nous avons fait un état des lieux des violences sexuelles dans la société française, y compris dans toutes les institutions publiques et privées. C'est tout de même effrayant quand on fait la somme de la protection de l'enfance, du sport, des accueils collectifs de mineurs, des colonies de vacances, du cadre scolaire public. On a identifié 140 000 victimes, compte non tenu des enfants qui ont été victimes dans des internats publics, de l'ordre de 40 000 personnes. Ce nombre-là n'a jamais pu être établi avec une grande certitude. Mais le sentiment que c'était un problème sérieux, grave, et qu'il y avait la résolution de faire la lumière. Et voilà, j'ai eu carte blanche pour composer la commission, définir avec mes collègues le programme de travail et procéder à ce travail de recherche et d'écoute
qui nous a tous profondément marqués, en particulier ceux qui n'étaient pas des professionnels du soin, de la psychiatrie, de la psychanalyse ou, je dirais, de la protection de l'enfance. En effet, vous avez choisi de faire de la parole des victimes un fil vraiment directeur de votre rapport, de votre travail. Je voulais vous demander comment est-ce que vous aviez vécu personnellement ces centaines et centaines de témoignages qui étaient parfois très durs. J'ai lu des milliers de témoignages, j'ai écouté un grand nombre de victimes et ce sont des écoutes qui ne durent pas 20 minutes chrono. C'est tout le temps nécessaire. Et tout le temps nécessaire, ça approche presque toujours et ça dépasse parfois 2 heures. 2 heures dans lesquelles il faut mettre, je dirais, son espace psychique à la disposition de la victime pour entendre ce qu'elle a vécu, bien qu'on ait bénéficié, je dirais, d'un accompagnement, parce qu'on ne pouvait pas traverser cette épreuve sans accompagnement, ça a été extrêmement difficile. J'en ai moi-même ressenti les conséquences. Je dois dire qu'en 2020, je me suis posé la question de savoir si je ne devrais pas m'arrêter et si je pourrais continuer jusqu'au bout. Donc, ça a été très difficile. Vous êtes allé au bout. Est-ce que vous pouvez nous redire quel bilan a tiré la SIAZ ? Il y a un bilan quantitatif. C'est que aujourd'hui, en France, dans les personnes de plus de 18 ans, nous évaluons à 5,5 millions celles qui ont fait l'objet, pendant leur minorité, d'agressions de toute nature. Donc c'est un continent qui est absolument effrayant. Et je pense que la lumière n'a pas encore été faite. Après, il y a tout un diagnostic et une compréhension de ce qui s'est passé dans le milieu de l'Église catholique. Au sein de l'Église catholique, on a identifié, nous, 2750 personnes victimes. Mais lorsqu'on a remis le rapport a été tellement médiatisé que nous avons tout de suite identifié dans les jours suivants 250 victimes supplémentaires qui n'avaient pas répondu à notre appel à témoignage. Vous voyez, aux approches de 3000 personnes différentes, mais par les différentes enquêtes que nous avons menées, et notamment une étude sur la population générale avec un échantillon de 28 000 personnes, nous estimons à un peu plus de 200 000 le nombre de personnes qui, pendant leur minorité, ont été agressées par un prêtre ou un religieux. Et quand on rajoute aussi les violences commises par des laïcs, notamment des enseignants, des maîtres d'internat, des surveillants d'externat, on arrive à 360 000 dans l'Église catholique. Eh bien, l'Église catholique a été tout de même assez précocement consciente de problèmes. Elle a voulu soigner un certain nombre de prêtres déviants. Elle a surtout voulu, en ce qui concerne les enfants, éviter le scandale. Dans des cas extrêmes, elle a consenti à les indemniser, mais en imposant aux victimes le silence. Finalement, on est sorti du déni et d'une forme de dissimulation à partir du début des années 2000. Et dans une chronologie qui est assez proche entre l'Église catholique et l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est à partir de 1997-1998 qu'elle se saisit de ce problème. L'Église catholique, c'est à partir de 2000. Le problème, c'est qu'entre le moment où on passe du déni et de la dissimulation à la saisie du parquet pour des faits graves portés à la connaissance de l'institution, entre le moment où on passe du changement de doctrine au changement réel de comportement, il s'écoule encore des années. Dans le cadre de votre rapport, vous avez formulé 45 recommandations. Lesquelles étaient à vos yeux les plus importantes et est-ce qu'elles ont été suivies ? Il y a toutes nos recommandations sur la reconnaissance et la réparation. Le travail a été effectué
dans des délais extrêmement courts, puisque les 2 conférences des évêques, d'une part, des religieux, d'autre part, ont pris 1 mois après la remise du rapport des décisions importantes. D'abord, la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle de l'Église catholique, qui n'a pas su voir, entendre et prendre des mesures pertinentes. Et l'Église catholique a décidé de mettre en place des commissions indépendantes chargées de reconnaître et de réparer, autant qu'il est possible, le mal qui a été fait à ces enfants devenus adultes, mais dont on a mesuré que beaucoup d'entre eux, la moitié d'entre eux, supportent des décennies après les faits des conséquences graves. Donc, toutes ces recommandations ont été mises en œuvre. Après, il y a d'autres recommandations qui se rattachent à la stratégie de prévention. C'est-à-dire comment faire en sorte que ce qui s'est passé ne puisse plus se reproduire. C'est un travail de longue haleine qui a été engagé, qui a inégalement avancé, et il va y avoir une session de travail à Lourdes au début du printemps, à laquelle je participerai. On discutera de toutes ces questions. On voit bien que ce sujet des violences sexuelles sur les enfants dans l'Église et puis dans d'autres institutions est toujours aussi actuel. Je pense notamment à l'affaire Betaram. La parole, elle ne se libère pas comme par enchantement pour tout le monde à un instant donné. C'est un processus continu qui se déploie et à certains moments, des anciens jeunes prennent la parole et rassemblent, créent des collectifs. Le cas de Betaram, nous avons entendu parler de cet établissement, nous avons recueilli 3 témoignages. Un des années 50, un des années 60 et un peu plus tardif pour lequel on a fait un signalement au parquet. 30% des enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'Église catholique ont été agressés dans le cadre d'établissements scolaires et notamment d'internats. 30%, c'est beaucoup. 30% de 360 000 si on prend les agressions commises par des laïcs. Ça fait donc pas loin de 120 000. Certaines des victimes ne parleront jamais, on le sait, mais d'autres ont déjà pris la parole, mais elles se libèrent progressivement. Et bon, moi, je suis en lien donc avec le collectif des victimes de Betaram, compte tenu de l'expérience que j'ai pu acquérir de ces questions. Et à titre personnel, moi, je ne peux pas rester indifférent à ces situations qui émergent et que, aussi bien du côté des victimes que du côté de l'Église catholique ou des pouvoirs publics, on se tourne vers moi. On me pose des questions et est-ce que je peux être utile à quelque chose ? Je préfère dialoguer avec les uns et les autres, les victimes, les instances de l'Église catholique qui s'occupent de ces questions, de l'enseignement scolaire, et puis les pouvoirs publics qui, naturellement, ne peuvent pas rester immobiles face à ces révélations et qui doivent prendre des décisions. Il est l'heure pour moi de vous poser notre dernière question, notre question rituelle. Si vous étiez à ma place, qui inviteriez-vous aujourd'hui ? Qui serait votre engagé ? Je pense que j'inviterais Violette d'Orange, qui est marraine d'Apprentis d'Auteuil. Elle a 23 ans. Il y a 4 ans, alors que sa vocation de navigatrice était déjà clairement affirmée, elle a voulu, en plus de la réalisation de sa vocation, promouvoir une cause d'intérêt général. Et dans son département, en Charente-Maritime, elle a pu rencontrer les apprentis d'Auteuil. Elle a voulu en savoir plus. On a fait connaissance et on a dit, oui, très bien, votre projet, votre vision est tout à fait cohérente avec la nôtre. Donc, merci d'être notre marraine. Au Sables d'Olonne, lorsque Violette d'Orange est arrivée un dimanche de janvier, il y avait plus d'une centaine de jeunes d'apprentis d'Auteuil et le directeur général qui était là pour l'accueillir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro.
Vous pouvez retrouver Les Engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par NCL.